dirais, moi, la première chose, c'est le site, sont les fleuves, c'est l'implantation de la ville, sont les 2 collines, sont les petites rues. Pour moi, c'est quelque chose qui existe vraiment et j'aime être dedans. J'aime y être, je m'y sens bien. Disons que le décor, pour moi, ce décor-là me va bien, il est à ma dimension. Je trouve que c'est une ville qui est à dimension humaine, quoi. Je peux me promener, je peux pratiquement traverser Lyon de part en part, à pied, tranquillement. Et j'y ai des quartiers divers et je m'y sens bien. Donc moi je pense qu'il y a un bien-être à Lyon, relatif certainement parce que c'est une ville et qu'elle devient de plus en plus une ville et qu'elle est de plus en plus polluée, qu'il y a de plus en plus de voitures, bien sûr. Mais il y a quand même ce moyen terme entre je dirais la petite ville de province et la grande ville. Je crois qu'on peut s'y sentir bien. C'est en partie vrai, c'est une ville qui est en train de s'ouvrir, mais qui met du temps pour s'ouvrir et qui met du temps pour accepter les gens du monde extérieur. Le monde extérieur commence pour nous à 40 km de Lyon. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de l'Angleterre ou même plus loin comme la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un autre monde. Mais petit à petit quand même, Lyon comprend que ce n'est pas le centre du monde et qu'il faut s'ouvrir et qu'on a un avantage aussi à s'ouvrir et à découvrir les autres. Bien, je pense que Fourvière a une importance à 2 niveaux pour les Lyonnais. D'abord parce que c'est sur cette colline que la ville a été fondée, puisque ce sont les Romains qui en 43 avant Jésus-Christ ont fondé Lugdunum, donc l'ancêtre de Lyon, sur la colline de Fourvière. Et ils avaient fondé donc une colonie militaire dont le centre était à peu près situé à l'emplacement de l'endroit où nous sommes maintenant, vers l'actuelle basilique. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je pense que c'est parce que l'histoire de la Vierge est très importante dans Lyon. Il y a notamment une grande fête à Lyon, qui est ce qu'on appelle les Illuminations du 8 décembre, qui est liée à l'histoire de Fourvière. On a commencé à disposer des bougies colorées pour la première fois sur les fenêtres des maisons lyonnaises lors de l'inauguration de la statue dorée qui surmonte la chapelle Notre-Dame de Fourvière. Et donc les Lyonnais sont très attachés à cette église, à cette fête. Et c'est vrai que la Vierge Marie est très importante à Lyon, puisque dès le XVIIe siècle, la ville a été dédiée à la Vierge. Et la ville de Lyon se compose de 2 collines, la colline de Fourvière et la colline de la Croix-Rousse, et surtout d'une grande plaine qui s'étale sur la rive gauche du Rhône et qu'on peut voir derrière nous justement avec le quartier des Brotteaux et le nouveau quartier de la Part-Dieu. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'une de ces collines, celle de la Croix-Rousse, sur laquelle nous sommes actuellement. Et c'est pour cela qu'il y a tant d'escaliers. Il y a beaucoup d'escaliers, oui, parce qu'il fallait gravir les pentes, mais aussi ces escaliers ont été construits par la ville de Lyon pour soutenir les terrains, pour empêcher les glissements de terrain essentiellement. Y a-t-il eu déjà danger de glissement de terrain? Oui, il y a danger de glissement. On est ici dans une zone géologique à risque, une zone rouge, comme on les classe, et il y a eu plusieurs éboulements, dont le dernier en 1983 sur le quai du Rhône, cours d'Herbouville. Et les maisons qui sont autour de nous, sont-elles des maisons de tisseurs? Ce sont essentiellement des maisons de tisseurs, des immeubles ateliers où les tisseurs en soie se sont installés
dans la première moitié du 19e siècle et ont poursuivi leur activité jusqu'à la fin 19e, début 20e siècle. Sommes-nous dans une traboule ici? Oui, nous sommes dans une des traboules les plus célèbres de Lyon. Une traboule, c'est un passage d'une rue à l'autre. Ça peut être un passage dans un immeuble, c'est toujours un passage privé. Donc on traverse des immeubles alors qu'on n'a pas vraiment le droit. Bon, les propriétaires sont consentants. Et une traboule se compose d'un passage sous l'immeuble et d'une cour. Une cour qui peut être plus ou moins ornée. Ici, nous sommes dans la cour des Voraces avec de grands escaliers. Le rôle d'une traboule, c'est permettre donc de passer d'une rue à l'autre. Et ça a également un rôle d'aération, de ventilation sur tous des immeubles. En France, Lyon a la réputation d'être une ville extrêmement réservée et assez riche, mais qui n'aime pas le montrer. Et d'ailleurs, quand on se promène dans le Vieux-Lyon, qui est un quartier que j'adore, que j'habite et pour lequel on s'est beaucoup battu avec ma femme et un certain nombre d'amis, on s'aperçoit de ce tempérament lyonnais. Je ne sais pas si vous y avez fait des images, mais la rue est modeste, les maisons sont d'une qualité simple mais modeste. Mais par contre, quand on pénètre dans les cours, on s'aperçoit qu'il y a de très belles tours, qu'il y a de très beaux espaces. Les Lyonnais, même au XVIe siècle, gardaient pour eux ce qui était beau et puis nous montraient dans la rue que ce qui était simple et pas tape à l'œil. Vieux-Lyon, donc dans toute sa totalité, c'est-à-dire toute cette partie qui longe la Saône. Le Vieux-Lyon est un quartier qui est coincé entre la Saône et la colline de Fourvière. Donc c'est une bande assez étroite. L'urbanisme est assez évident. Les Lyonnais étaient redescendus au bord de l'eau. Après s'être installés au temps des Romains sur la colline de Fourvière. Donc ils sont redescendus s'installer au bord de l'eau. Petit à petit, ils sont rentrés un petit peu sur la colline, mais on a tout de même une bande qui est très étroite et qui fait 24 hectares. Donc toute cette bande, tous ces 24 hectares ont été classés secteur sauvegardé. C'est donc le premier secteur sauvegardé de France. C'est le plus grand ensemble Renaissance d'Europe. Et grâce à cet état de secteur sauvegardé, évidemment, la restauration est tout à fait surveillée. Elle est recommandée, encouragée, mais elle est tout à fait surveillée et par les bâtiments de France et par les monuments historiques, bien entendu. Il faut savoir que dans le Vieux-Lyon, ce ne sont pas uniquement les façades qui sont belles. On a l'emprise de tous les siècles. Le Vieux-Lyon a été beaucoup remanié. Beaucoup d'immeubles datent du 14e, 15e, 16e siècle, mais on ne peut pratiquement jamais dire qu'un immeuble entier est du 16e siècle, par exemple. Il est du 16e, 17e, 18e, 19e, bon, 20e, pas beaucoup. Il y a une construction contemporaine pour le moment dans le Vieux-Lyon. Donc on n'a pas vraiment construit dans le Vieux-Lyon depuis longtemps, mais tous les immeubles ont la marque de cet empilement des siècles. Donc la richesse du Vieux-Lyon, c'est essentiellement les cours. Et la ville de Lyon est en train de mener non pas une bataille, mais une campagne pour favoriser l'entrée des touristes dans les cours, puisque les propriétaires, au fur et à mesure des réhabilitations, ferment leurs cours. Alors Lyon avait la réputation d'être une ville très fermée avant, et elle l'a toujours un peu, mais avant surtout. Et à ce moment-là, pourtant, les cours étaient ouvertes, tout le monde pouvait rentrer partout. Maintenant que Lyon se veut ville internationale, les gens se ferment. Donc c'est un paradoxe contre lequel nous luttons énormément.
l'image de Lyon, mais c'était une image française surtout. C'était une image de ville triste, de ville un peu fermée. Et puis il y a eu un architecte des Monuments de France qui a eu une idée géniale, qui a dit au fond, Lyon est une ville florentine. Lyon, au XVe siècle, les gens qui avaient le pouvoir à Lyon au XVe siècle, c'était des étrangers, des ignobles immigrés. C'était des étrangers, c'était des Italiens. Et c'était le pouvoir banquier italien, le pouvoir financier italien, un peu allemand aussi, mais surtout italien. Et ils ont transformé, c'est vrai, le vieux Lyon, et ils avaient fait les grandes maisons lyonnaises du vieux Lyon, c'était des maisons italiennes. Et on avait la couleur italienne aussi, on avait des roses, des beiges, des verts. Et cet architecte des Monuments de France a recréé la gamme des couleurs et l'a imposée. Alors, il l'a d'abord imposé sur les quais de Saône, il l'a imposé sur le vieux Lyon, et puis après il l'a imposé dans la presqu'île, et puis il l'a imposé sur les quais du Rhône, il l'a imposé un peu partout. Et Lyon a complètement changé, parce qu'on est passé à une ville colorée avec une diversité de vues. Il y a eu en même temps des aménagements, c'est clair. Il y a eu les aménagements piétonniers du centre, il y a eu une reconquête qui se fait doucement des rives de la Saône et du Rhône, elle se fait encore doucement, mais une reconquête. Et donc là aussi l'image a changé. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a une valorisation, encore insuffisante, mais il y a une valorisation du patrimoine lyonnais qui fait que Lyon peut prétendre devenir une ville touristique. Comme je suis pour ma part persuadé qu'on va développer de plus en plus le tourisme urbain et le tourisme culturel, je crois qu'on a beaucoup d'atouts pour devenir une grande ville culturelle et de tourisme à Lyon. D'où viennent la plupart des touristes étrangers qui visitent Lyon? Oh, ils en viennent un peu partout. J'ai une statistique sur les jeunes, car nous avons un centre international de séjour à Lyon, et nous faisons une statistique. Il y a de tous les pays, mais c'est vrai que les pays européens sont dominants, notamment l'Allemagne, la Grande-Bretagne, et puis les pays comme la Belgique, bien sûr, la Belgique, la Hollande, les Pays-Bas, donc, essentiellement. Nous avons quand même pas mal d'Européens du Sud également, d'Allemagne, d'Italie, et puis un certain nombre d'Américains, des Japonais aussi, moins qu'à Paris, mais il y a pas mal de Japonais à Lyon qui font le déplacement jusque chez nous. Moi qui ai en charge le tourisme, notamment à Lyon, ce que je souhaite, c'est qu'il y en ait davantage. Autrement dit, les efforts que nous déployons actuellement à l'hôtel de ville visent à accueillir de plus en plus de touristes. Et quand je dis accueillir, je pèse mes mots, il faut que le Lyonnais ait une mentalité d'accueil. Le Français ne l'a pas beaucoup, le Lyonnais est comme tous les Français, peut-être un peu plus encore, mais je souhaite qu'on change de mentalité à Lyon. Je veux dire que les gens doivent se sentir concernés par l'accueil, et pas seulement les instances d'accueil, mais toute la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être ouvert à l'autre, ouvert aux Japonais, ouvert à l'Américain, ouvert aux Néo-Zélandais, ouvert aux Australiens. Et je crois que ça passe par un changement de mentalité. Il faut que nous persuadions nos compatriotes qu'ils prennent le temps d'accueillir. Vous savez, on dit le Lyonnais est replié sur lui-même, le Lyonnais est fermé, le Lyonnais ne communique pas, mais ça c'est une image ancienne. Et je crois qu'elle est en train d'évoluer parce qu'il y a tout de même un apport nouveau de population. Si je reste sur le tourisme, nous tendons également à faire que se développe le tourisme sur l'eau.
nous avons deux fleuves superbes, le Rhône et la Saône, et ce développement du tourisme fluvial me paraît être un élément important. On reviendrait un peu aux sources du Moyen-Âge ou de la Renaissance, où l'eau était extrêmement utilisée pour le transport des marchandises, pour le transport des personnes. Et puis, il y a d'autres axes de développement. Je ne parlerai qu'à peine de la gastronomie, parce que Lyon est mondialement connu pour la gastronomie. Je sais que Paul Bocuse est un nom qui résonne dans tous les pays. Paul Bocuse était à Sydney l'année dernière. Ses élèves font des tournées dans le monde entier pour faire connaître la cuisine française. J'étais avec un groupe d'entre eux à Birmingham l'année dernière pour une semaine gastronomique. Je sais que des grands chefs de Lyon vont retourner à Sydney. Je ne sais pas s'ils sont allés en Nouvelle-Zélande. Mais ce que je sais, c'est que dans le monde entier, il y a cette renommée de la cuisine lyonnaise. Pensez-vous qu'il y a un rapport entre le geste de celui qui joue de la musique et le geste du cuisinier? Vous savez, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais la cuisine comme la musique, comme la peinture, c'est peut-être bien prétentieux qu'on dise que les cuisiniers, ça se rapporte un peu à un métier d'artiste, mais nous sommes des manuels. On peut faire de la cuisine seul, on peut jouer de la musique seul, on peut jouer une musique de chambre à 3 ou 4, on peut diriger un orchestre, et la cuisine c'est un peu pareil. On peut faire de la cuisine seule avec une brigade ou même une très grande brigade. Et puis c'est comme la peinture, on peut mettre des fois un peu plus de bleu, on peut mettre un peu plus de crème. C'est comme en musique, ce qui est important, c'est l'interprétation. Et vous savez, on est tous influencés, les musiciens s'influencent entre eux, les peintres s'influencent entre eux, et la cuisine, il y a toujours une influence. Il y a eu une influence italienne après la guerre, il y a eu une influence japonaise, mais aujourd'hui on recherche à redécouvrir cette cuisine de terroir, cette cuisine de saison, parce que ce qui est important, c'est la cuisine de chaque pays. Et un pays en général qui produit du vin est toujours un pays qui fait une meilleure cuisine. Vous savez, Lyon a beaucoup de chance. On dit toujours que Lyon, c'est le garde-manger de la France. Pourquoi c'est le garde-manger de la France? Parce que Lyon est entouré, c'est admirable ce que Lyon a. Si on est au nord de Lyon, on a donc bien sûr la rivière de la Saône, et le long de cette rivière, on a tous les petits légumes, et on a le vignoble du Beaujolais, et un peu plus haut le vignoble de la Bourgogne. Si on va un petit peu à l'est, on tombe dans toutes les dombes, avec les carpes, avec les brochets, avec les fameux poulets de Bresse. Un petit peu à l'est, on a les lacs où il y a des truites, où il y a les ombres. On descend un petit peu au sud-est, on tombe dans la Drôme avec l'huile d'olive, avec les noix. Après, on tombe dans la vallée du Rhône. La vallée du Rhône, ce sont tous les fruits. Et puis, bien sûr, les fameux vignobles des côtes du Rhône, les côtes rôties, et ça, c'est formidable. Et puis après, on est entouré, on a le Charolais, on a le Vaud. Lyon, c'est formidable. Et puis en plus, Lyon est une ville de passage. Lyon était une ville de passage avec les rivières. Lyon est une ville de passage avec le train. Quand le train a débuté, c'était une ville de passage. Après, c'était l'autoroute. Et aujourd'hui, Lyon est le carrefour de l'Europe. Lyon est une ville qui donne faim. Quand on pense Lyon, on pense Tarbes. Un bouchon, c'était, c'est parce que ça allait de moins en moins. On essaie de garder la tradition, mais au départ, c'était le bistrot qui ouvrait le matin à 6h et qui, jusqu'à 2h d'après-midi, pouvait vous servir à boire et à manger. C'est là où les soyeux, sous le coup de 8h ou 9h ou 10h du matin, descendaient après avoir travaillé pendant 2 ou 3 heures, faire leurs affaires, c'est-à-dire prendre des commandes, bavarder avec leurs clients et profiter de l'occasion pour manger un petit morceau. En général, on ne demandait jamais ce qu'il y avait à manger. Le patron, vous savez ce qu'il avait, ou un saucisson, ou un pot-au-feu, ou une blanquette de veau ou autre. Ça, c'était le principe du bouchon même. Des produits typiquement lyonnais, surtout des abats, surtout beaucoup d'abats, aussi bien la cervelle que la tête, que les pieds.
Je dis toujours, nous mangeons à Lyon tout ce que les autres ne veulent pas manger. Ils nous laissent la tête, les pieds, la queue et les oreilles. Mais on se défend et on en fait de très bons plats quand même. Et disons que c'est un petit peu... Ça fait partie du patrimoine lyonnais, on défend tout ce qui est lyonnais au maximum. C'est la raison pour laquelle on se bat pour garder cette tradition typiquement lyonnaise où on aime bien manger, on aime bien passer à table. Le TGV 731 en route de Paris-Garnier à destination de Grenoble. On n'a jamais voulu, nous, sur le plan économique, se vendre comme capitale de la gastronomie. Ceci dit, on a quand même effectivement parmi les plus grands restaurants français, et il y a nombre de visiteurs japonais qui prennent le TGV à 10h, arrivent à midi, rentrent chez Bocuse et repartent à 15h30. Non mais c'est vrai, ça arrive. Et ils ne passent pas une journée, ils vont chez Bocuse, ils vont chez Chapelle, ils vont chez... Maintenant, ils vont aller à la Tour Rose, la nouvelle Tour Rose qui est absolument splendide, chez Chavant. Bon, ils vont aller voir 2, 3, 4 restaurants, ou alors ils restent 2 jours. On avait tué comme ça un journaliste, j'avais tué un journaliste une fois, un journaliste anglais, il était complètement mort au bout de 3 jours, parce qu'on lui avait organisé d'abord des rendez-vous. Alors entre chaque rendez-vous, on s'arrêtait, on allait boire un café, parce qu'il était un peu fatigué. Et puis, on lui avait dit en 3 jours, on vous fait les grands restaurants lyonnais. Moi, j'étais aussi mort, je buvais de la badoie, je buvais de l'eau chaque fois, mais lui, il avait fait 6 grands restaurants lyonnais en 3 jours. Hein, faut résister quand même, mais c'est bien, il était content de son voyage. Nous nous trouvons à la gare de la Part-Dieu, qui est la gare principale de Lyon, donc qui est située dans le quartier de la Part-Dieu, qui a été reprise sur des terrains SNCF et sur des anciennes casernes dans lesquelles il y avait des militaires autrefois. Vous êtes face à l'allée des Guichets. Dirigez-vous vers la sortie. Empruntez la sortie donnant sur le parvis de la gare. Traversez le parvis de la gare. Vous êtes face à l'avenue Villiers-Merle. Droit devant vous, de l'autre côté de l'avenue, une station de bus vous attend. Alors, nous nous trouvons dans le quartier de la Part-Dieu, d'où le nom de la gare d'ailleurs de la Part-Dieu. Le quartier de la Part-Dieu, c'est un nom qui a été donné parce que c'est la part de Dieu. C'était il y a très longtemps, à l'époque où Lyon était encore avec des enceintes fortifiées, et les gens étaient allés se promener à l'extérieur, et une dame avec son attelage, en franchissant le pont du Rhône, les chevaux se sont emballés à la vue de la foule qui était un peu en liesse, qui avait un peu bu. Et malheureusement, pas mal de gens sont tombés dans le Rhône, se sont noyés. Et cette dame était atterrée de ce qui était arrivé, qui n'était pas du tout de sa faute. Et pour un espèce de, pas de châtiment, mais pour remercier un peu, elle a donné une partie de ses terrains qui est donc la part pour Dieu. Donc c'est là que nous sommes. Alors effectivement, il y a l'idée de relier à Paris, donc, qui est la capitale. Vous avez donc la gare de la Part-Dieu, qui est la gare TGV, donc qui est devenue la gare principale. Et puis, je dirais dans le désordre, parce qu'il n'y a pas de logique, c'est un centre d'affaires. Et nous trouvons donc des immeubles de logement, des bureaux comme la tour de Suisse qui vient de s'installer. Vous trouvez des banques, beaucoup de banques,
Vous trouvez une gare bus, puisqu'il y a un échange avec les chemins de fer. Vous trouvez un centre commercial qui est sur 3 niveaux, qui est un centre commercial régional, je dirais, qui est très, très important dans la région. Une bibliothèque pour toute la ville, mais je dirais même pour toute la région, c'est une bibliothèque municipale, mais avec notamment dans ce que vous voyez là, ce sont des silos à livres. Et donc vous avez ce qu'on appelle des incunables, des livres rares et précieux. Vous trouvez la fameuse tour de la Part-Dieu qui domine, qui fait un peu le pendant moderne de Fourvière, de la basilique de Fourvière, qui est le symbole pour tout le monde maintenant du Lyon moderne. Des immeubles, parce que les architectes ont pensé à mettre des immeubles de logement pour que ce ne soit pas quelque chose de glacial et de mort, que ça soit un peu animé tout le long de la journée et le dimanche. Vous trouvez l'EDF, c'est-à-dire l'électricité de France, l'électricité et gaz de France, c'est le centre régional d'où il gère tous les abonnés de la région Rhône-Alpes. Et juste derrière nous, vous avez FR3, qui est donc la radio et la télévision régionale, avec des émissions locales qui sont de plus en plus importantes et qui sont de qualité. Et puis un certain nombre d'hôtels qui sont prêts, puisque nous avons une gare et des hommes d'affaires, on a donc des hôtels. Voilà rapidement présenter la Part-Dieu, qui est le quartier moderne, qui est un peu la défense, le quartier de la Défense de Lyon. Notre réseau urbain est composé d'un très grand nombre de villes moyennes en France, ou de villes que nous appelons importantes, mais qui à l'échelle internationale, évidemment, ce sont des villes qui ne font pas le poids. Et donc, à partir de 1960, nos pouvoirs publics s'inquiètent de ce caractère faible, de cette faiblesse de notre réseau urbain. D'où la politique dite des métropoles d'équilibre. Faire équilibre par rapport à Paris, très certainement, et faire équilibre par rapport à l'Europe, aux autres villes d'Europe. D'où cela se traduit pour Paris par des investissements préférentiels, une concentration de capitaux investis dans quelques villes de province. Et il est vrai que Lyon a été choisi comme une des principales villes de province, aux côtés bien entendu de Lille, de Nantes et de 7 autres. Mais Lyon a reçu une masse d'investissements considérable. Nous sommes ici à la Part-Dieu. Eh bien, ce centre administratif régional a été construit à cette époque, dans les années 60, à partir de ces investissements. Mais voyez-vous, quand on regarde le paysage de cette Part-Dieu, on a la mesure de la conception française de l'aménagement du territoire. La Part-Dieu comprend une majorité de bureaux publics. Le bâtiment le plus important de la Part-Dieu, c'est la cité administrative d'État. Et dans cette cité administrative d'État, l'essentiel des bureaux est occupé par notre ministère des Finances. Traduisons par nos impôts, le ministère des Impôts, car le ministère des Finances est finalement le ministère des Impôts. Nous avons là la traduction dans le paysage lyonnais, véritablement, de la conception que l'on peut avoir de ce qu'on appelle un centre directionnel d'État, en fait. Car en France, on peut dire qu'il y a un capitalisme d'État qui est évidemment prééminent. Quand on va nous à Paris, mais ça, on a dû vous le dire des dizaines de fois, Lyon n'existe pas. Lyon, pour un Parisien, c'est un tunnel. Pourquoi c'est un tunnel? Parce que pour aller de Lyon à Marseille, il faut traverser un tunnel à la hauteur de Lyon, et ce tunnel est bouché tout le temps. Et pour un Parisien, voilà, Lyon, c'est ça. Et ils ne rentrent jamais dans la ville, ils ne connaissent pas la ville. Et les Parisiens qui se donnent la peine, après, bon, se disent oui, c'est bien Lyon.
Je pense que c'est vrai qu'il suffit de se promener un petit peu dans Lyon pour constater que Lyon est une belle ville qui n'est malheureusement pas suffisamment connue, et donc on revient au propos de tout à l'heure, il faut que les Lyonnais bougent un peu plus pour amener du monde afin de faire découvrir une cité qui est franchement, à mon avis, tout à fait exceptionnelle. Aïe, 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 aïe. Allez, mangez de la banane, ça fait grossir. Voilà, mangez la banane, parlez debout. Gling, gling. Voilà, tout à la sucette. Je pense que la réputation de Lyon n'est pas surfaite. Notre ville est souvent décriée par son climat, pour son climat ou autre. Je pense que c'est une mauvaise publicité qu'on lui fait, surtout par les Parisiens. Je pense que c'est une question de jalousie. Ça m'est un peu chauvine peut-être, mais je crois qu'il faut toujours le devenir quand, bien qu'on ait des idées larges. Moi j'ai des enfants qui voyagent beaucoup par Mont et par Vaux, mais ils reviennent toujours un petit peu à Lyon et leur foyer d'accueil. Oui, je suis tout à fait optimiste dans l'avenir de Lyon, pour des raisons qui touchent à l'histoire, à la géographie et à ce qui se passe aujourd'hui. Bien, je m'appelle André Maréchal et je suis adjoint au maire de Lyon. J'ai en charge dans ma délégation, qui s'appelle Rayonnement international de Lyon, tout ce qui concerne l'accueil, le tourisme, les congrès, les fêtes, les cérémonies et les jumelages. Je m'appelle Régis Néret, je suis le délégué général, c'est-à-dire en fait le directeur de l'association qui gère la halle Tony Garnier. Je suis par ailleurs, depuis l'âge de 20 ans, un Lyonnais passionné de communication et qui a toujours travaillé dans le domaine des médias. C'était les médias écrits, quelquefois les médias images, et maintenant une autre forme de médiatisation, ce sont les spectacles, les expositions ou les salons. J'exerce la profession d'organisateur de manifestations publiques, mais d'une façon un peu accidentelle, car quand Fêtes sans frontières est né, avec les amis médecins, nous avons monté cette opération d'une façon bénévole. On a fait 2 ans de bénévolat, mais c'est devenu une profession, et une profession passionnée. Mais sinon, j'ai comme autre passion et comme violon d'ingre l'aérostation. Je suis pilote de ballon, je totalise plus de 1500 heures de vol en montgolfière, avec des vols en Égypte, au Rwanda, sur la faune, sur les lions, également la traversée de la Manche, récemment lors d'un concours international avec les Anglais, où nous sommes classés, mon équipage et moi, premiers. Et puis bon, je crois que c'est à peu près tout. Bonjour, alors je m'appelle Robert Quétesson. Je tiens avec Brigitte, mon épouse, la librairie anglaise de Lyon. Alors nos rôles, ce sont tous les rôles qu'on peut trouver dans un commerce. C'est l'avantage d'une petite surface, ou peut-être l'inconvénient au regard de certains, c'est de tout faire. On est aussi bien laveur de vitres que vendeur, que comptable, tout. Mais on éprouve beaucoup de plaisir à faire tout, justement. Je m'appelle Jean-Louis Rapini. Je suis lyonnais. Mon nom ne le dit peut-être pas, parce que j'ai des origines italiennes. J'ai 33 ans. Je suis né donc à Lyon, et puis je fais du théâtre.
C'est-à-dire que j'écris des spectacles de café-théâtre et je les mets en scène. Et puis j'écris également maintenant pour le cinéma. Moi je m'appelle Jean Baconnier, je suis aussi lyonnais, j'ai 43 ans, j'enseigne la géographie dans divers endroits et j'ai vécu un certain temps en Nouvelle-Zélande, en particulier à Dunedin, où j'ai écrit une thèse. Jean-Pierre Brossman, directeur artistique de l'Opéra de Lyon. Voilà, donc moi je suis Marie-Blanche Paulet, comédienne, donc, et Dominique. Méron. Voilà, en fait nous sommes donc une troupe de comédiennes, nous sommes 4, il en manque 2 que vous verrez tout à l'heure. Salut, je m'appelle David, j'ai 15 ans, je suis né à la Mulatière à Lyon, maintenant ça fait 10 ans que je suis ici à Vénissieux, et puis je suis à la Martinière à Montero à Lyon. Je m'appelle Thierry, j'ai 17 ans et demi. J'habite à Vénissieux, mais je suis né à l'île de la Réunion. Je suis lycéen à Lyon, école de la Martinière. Et ça fait bientôt 11 années que je suis ici. Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 17 ans. J'habite à Lyon et j'ai habité 1 an au Maguette. J'adore le rugby, je suis lycéen et je suis à la Martinière comme mes copains. Salut, je m'appelle David, j'en ai peut-être pas l'air mais je suis lycéen. La Martinière, pareil, que mon camarade, j'habite à Vénissieux. Je viens ici régulièrement parce que j'habite pas à Vénissieux même. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, à part que j'ai 15 ans. Et puis je dis bonjour à tous les Néo-Zélandais, surtout les Néo-Zélandaises. Allez, bon appétit.